Mais ce ne sont pas des séances de photos manipulées comme celle-ci qui ont réussi à transformer Rockefeller en héros public. Afin de gagner le public, il fallait lui donner ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait était très prévisible. De l'argent. Mais tout comme son père, Devil Bill lui avait appris de s'assurer dans toutes ses relations d'affaires, Rockefeller s'est arrangé pour obtenir le meilleur bout du bâton. Il allait offrir en donation sa grande richesse pour créer des institutions publiques, mais ces dernières seraient utilisées pour façonner la société à sa guise. Comme chaque dirigeant historique l'avait réalisé, la société doit être transformée à partir de sa base. Les Américains au 19e siècle prisaient encore l'éducation et les quêtes intellectuelles. Avec le recensement de 1840 qui détermina sans surprise que les États-Unis, une nation qui avait été mobilisée par des influences comme le gros bon sens du remarquablement populaire Thomas Paine, était une nation de lecteurs avec un incroyable taux d'alphabétisation de 93 à 100%. Avant les premières lois sur la scolarité obligatoire dans le Massachusetts en 1852, l'éducation était privée et décentralisée, et ainsi une formation classique avec grec et latin et une base solide en histoire et en sciences était très répandue. Mais une nation de personnes qui pourraient réfléchir d'eux-mêmes était un anathème pour les monopolistes. Les oligarques avaient besoin d'une masse de travailleurs obéissants, toute une classe de gens dont l'intelligence a été développée juste assez pour les préparer à la vie de corvée dans une usine. C'est au cœur de cette opportunité que John D. Rockefeller arrivait avec son premier grand acte de charité publique, la création de l'Université de Chicago. Il y arrive avec l'aide de Frederick Taylor Gates, un pasteur baptiste avec qui il se lie d'amitié en 1889 et qui est ensuite devenu son conseiller philanthropique préféré. Gates a écrit un court essai, L'École nationale de demain, qui expose le plan de Rockefeller pour l'éducation. Idéalement, nous avons des ressources illimitées et les gens céderont volontiers en parfaite docilité à notre main façonneuse. Les conventions éducatives actuelles s'effacent progressivement de notre esprit, et sans être gênés par la tradition, on façonne à nos ambitions face à un peuple reconnaissant et captif. Ni eux, ni même leurs enfants devraient être encouragés à devenir des philosophes ou des hommes de connaissance ou de science. Nous n'encouragerons pas leur formation en auteurs, orateurs, poètes ou hommes de lettres. Nous ne chercherons pas à engendrer des grands artistes, peintres ou musiciens. Et nous ne chérirons pas non plus la modeste ambition de produire parmi eux des avocats, des médecins, des prédicateurs, des politiciens, des hommes d'État, dont nous avons maintenant amplement en réserve. Bien que les ressources de Rockefeller n'étaient pas tout à fait sans limite, c'était tout comme. En 1902, il a créé le Conseil général de l'enseignement pour aider à mettre en œuvre la vision de Gates pour l'école de demain du pays, avec une énorme donation de 180 millions de dollars. L'influence de Rockefeller sur l'éducation se fit ressentir presque immédiatement, et elle fut amplifiée par l'aide de d'autres monopolistes de l'époque qui approchaient le thème de la philanthropie sous le même angle. Bien que mieux connu comme un magnat de l'acier, la fortune de Andrew Carnegie a commencé sur les chemins de fer qui transportaient le pétrole de Standard Oil de Rockefeller aux quatre coins du pays. Elle fut multipliée par un investissement lucratif sur des propriétés près de Oil Creek qui fournissaient des ventes de pétrole rentables et constantes. En 1905, il a créé la Fondation Carnegie pour la promotion de l'enseignement, une fondation non taxable par laquelle Carnegie et ses nominations pouvaient diriger le développement du système éducatif aux États-Unis et éventuellement dans le monde entier. En 1910, Rockefeller a emboîté le pas en créant la Fondation Rockefeller, qui est devenue l'organisation écran non taxable pour ses ambitions philanthropiques. Comme le comité Reese, une enquête du Congrès sur les activités de ces fondations non taxables dans les années 1950 a découvert, il n'aura fallu que peu de temps avant que la fondation de Carnegie n'approche la fondation Rockefeller avec une proposition. Coopérer sur leur volonté commune de façonner le système éducatif américain à leur image. Norman Dodd, le directeur de la recherche pour le comité du Congrès qui a obtenu l'accès aux documents de la Carnegie Endowment, explique.
So they approach the Rockefeller Foundation with the suggestion that that portion of education which could be considered domestic be handled by the Rockefeller Foundation, and that portion which is international should be handled by the endowment. And they then decide that the key to the success of these two operations lay in an alteration in the teaching of American history. So they approach four of the then most prominent teachers of American history in the country, people like Charles and Mary Bird, and their suggestion to them is, will they alter the manner in which they present this subject, and they get turned down flat. So they then decide that it is necessary for them to do, as they say, build our own stable of historians. And then they approach the Guggenheim Foundation, which specializes in fellowships, and say, when we find young men in the process of studying for doctorates in the field of American history, and we feel that they are the right caliber, will you grant them fellowships on our say-so? And the answer is yes. So under that condition, eventually they assemble 20. And they take this 20 potential teachers of American history to London, and there they're briefed into what is expected of them when, as and if they secure appointments in keeping with the doctorates they will have earned. And that group of 20 historians ultimately becomes the nucleus of the American Historical Association. And then toward the end of the 1920s, the endowment grants to the American Historical Association $400,000 for a study of our history in a manner which points to what can this country can it look forward to in the future. And that culminates in a 7-volume study, the last volume of which is, of course, in essence a summary of the contents of the other 6. And the essence of the last volume is the future of this country belongs to collectivism administered with characteristic American efficiency. Avec cette base pour la transformation fermement établie, la Fondation Rockefeller et compagnie se sont lancés dans un programme si ambitieux qu'il défie presque l'entendement. Ils ont transformé la pratique même de la médecine. Comme d'habitude, les oligarques qui ont financé ce changement étaient également là pour en tirer profit.